combat que la France va mener contre la peine de mort dans le monde. Je vous rappelle que 58 États sont encore non abolitionnistes. Alors comment arriver à l'abolition universelle? On en parle avec nos invités. Je vous les représente très rapidement. Sandrine George Skinner, qui est la femme de Hank Skinner, qui passe toujours, qui est dans les couloirs de la mort, et ce depuis 16 ans, et qui est membre d'Ensemble contre la peine de mort. Avec Fariba Ashtroudi, qui est journaliste, écrivaine iranienne, auteure du 12e Imam est une femme aux éditions d'Encre d'Orient, avec Florence Bellivier, qui est la présidente de la Coalition mondiale contre la peine de mort, secrétaire générale adjointe de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et nous sommes avec Ruoling Zheng, qui est correspondant de Wen Yubao, qui est le quotidien national de Shanghai à Paris, et qui est pour la peine de mort, comme de nombreux Chinois, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Auteur par ailleurs des Chinois sont des hommes comme les autres, et c'est aux éditions de Noël. On va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. La peine de mort est à proprement parler inhumaine. Elle est par essence une violation des droits de l'homme. Elle n'est pas la justice, elle est l'échec et la négation de la justice. Sandrine George Skinner, est-ce que la peine de mort est parfois pratiquée sur des bases discriminatoires ? Elle est toujours pratiquée sur des bases discriminatoires et qui ne sont pas spécifiquement raciaux, mais qui sont prioritairement sociaux, parce que ce sont les pauvres qui sont condamnés à mort. Alors effectivement, les pauvres sont principalement issus des minorités raciales, mais vous ne trouverez pas de personnes riches dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Il n'y en a pas. La justice s'achète, la liberté aussi. Aux États-Unis, tout s'achète de toute façon. Donc oui, la discrimination est certaine. Si vous ne pouvez pas vous défendre raisonnablement lors de votre procès, alors que l'État a des moyens illimités contre vous, vous êtes toujours un coupable idéal. On parlait de l'affaire Troy Davis, justement, qui a été exécutée il y a de ça un an aux États-Unis, et dont il y a des soupçons, en tout cas, qui pesaient très fortement sur son... il y a beaucoup de Troy Davis, il y en a beaucoup d'autres aux États-Unis dont on ne parle pas, malheureusement. On parle de l'affaire Troy Davis parce qu'elle a été très, très médiatisée. Ruoling Zheng, quand vous entendez quand même Sandrine George Skinner, justement, sur ces pratiques discriminatoires. Vous êtes pour la peine de mort. Quand on entend que justement aux États-Unis, mais c'est vrai aussi ailleurs, que les gens riches, on ne les retrouve pas justement dans les couloirs de la mort, est-ce que vous vous dites pas que c'est une justice quand même, c'est même pas une justice, mais que c'est à deux vitesses en tout cas ce système. D'abord, je pense que... Et j'imagine que ça doit être la même chose en Chine pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ah non, ça c'est la Chine. L'argent ne peut pas acheter. Oui, ça je crois pas. Donc même lorsque vous êtes très riche en Chine. Oui, quand vous avez tué quelqu'un, c'est pratiquement condamné à mort. Je pense à l'affaire Gu Kailai aussi, que j'ai en tête. Donc elle est condamnée à mort, mais avec sursis. Avec sursis. Oui, avec sursis. Avec sursis, c'est-à-dire, c'est un système, je crois, inventé par les Chinois, c'est-à-dire, c'est pour éviter deux choses. Premièrement, c'est que condamner à la peine de mort avec sursis, c'est pour éviter justement des erreurs judiciaires. Parce qu'on peut se tromper, les juges peuvent se tromper. Alors avec sursis, ça laisse le temps de réexaminer tout. Deuxièmement, c'est que justement pour diminuer la peine de mort, ce n'est pas seule la personne, Po Kukaila, qui a cette condamnation avec sursis. Récemment, il y a un jeune homme qui a commis un crime, qui a tué quelqu'un, et il a aussi, c'est un fils d'un paysan, il est condamné à mort, mais avec sursis aussi. Alors, avec sursis, je crois que au moins, c'est un progrès. Ça évite beaucoup des erreurs. Mais donc, en fait, Chine, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on n'est pas comme aux États-Unis, en tout cas. C'est totalement on peut éviter la peine capitale. Il n'y a pas le système Mais vous qui êtes pour la peine de mort, est-ce que ça vous pose pas problème? Et je voudrais qu'on revienne aussi sur l'erreur aussi. Oui, sur voilà, l'erreur c'est judiciaire. Ce que je dis. Voilà, il y a... Parce qu'il doit y en avoir des erreurs judiciaires en Chine, j'imagine. Partout, comme dans le monde entier, partout. Et ça ne vous pose pas de problème de savoir même que si un homme a été tué... Avec sursis, c'est l'un des solutions. Et aussi, par exemple, il y a une autre solution, c'est que à partir de 2007, il faut que c'est la Cour suprême qui vérifie tous les condamnés à mort pour savoir si la condamnation est juste. Alors, l'année dernière, il y a 15% de condamnations à mort et
est supprimée par le Cour suprême central. C'est-à-dire, condamner à mort, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut être bien, comment dirais-je, il faut avoir vraiment des preuves tangibles. Vous pensez que c'est le cas, oui? Oui, c'est en Chine, en général, si la personne réclame son innocence... Les procès se font en toute transparence s'il en Chine. réclame son innocence, en général, le procès va traîner très très longtemps. On attend toujours qu'il reconnaît vraiment qu'il a tué quelqu'un, etc. Si je vous entends bien, toutes les personnes qui sont exécutées en Chine, on est sûr, elles sont Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a une totale transparence dans les procès. Alors, il faut pas moraliser ce débat. Il faut démoraliser ce débat. Si je suis pour une certaine crime, la peine de mort, je ne deviens pas un sous-homme. Au contraire, je crois qu'il faut... On n'a pas dit ça. Non, justement. Mais quand on débat sur un sujet tellement important, tellement sérieux, il faut avoir le respect mutuel. Moi, je pense que condamner... Quand quelqu'un qui a tué un enfant, par exemple, comment peut-on imaginer que l'enfant peut le pardonner? L'enfant ne peut pas le pardonner. D'ailleurs, l'enfant est mort. C'est l'État doit garantir, si vous voulez, une vengeance, mais moi je pense que c'est le prix que le criminel doit payer. Il a tué quelqu'un, il devait payer le prix. C'est vous qui moralisez le débat parce que si la Chine était un État de droit, il n'y aurait pas les disparités actuelles qu'il y a entre les provinces où l'application de la justice en général, il y a des aberrations totales parce qu'il n'y a pas, apparemment, dans la population chinoise, un rapport à la loi comme nous l'avons en Occident. Donc, chacun fait un petit peu la cuisine dans son coin et il n'y a absolument pas de transparence dans les procédures et sur les procès. On ne peut pas dire ça de la Chine. Ça, par contre, je suis désolée de vous contredire là-dessus, mais clairement, il n'y a pas de transparence sur les chiffres. Ni sur les chiffres, ni sur les appels. On ne publie pas le nombre d'exécutions. On les estime, on le dit pour nos téléspectateurs, entre 4 et 8 000. Oui, mais ça peut être 15 000. On ne peut pas savoir. Les avocats ont des difficultés pour avoir accès à leurs clients. On ne peut pas parler de transparence. Mais non. Vous savez, moi je pense que là on rentre dans un débat philosophique parce qu'effectivement si on estime, monsieur dit comment on peut tuer un enfant et en Iran le père a carrément droit de tuer son enfant et c'est carrément dans la loi. Donc vous voyez, je veux dire, voilà, c'est aberrant. Il faut soit respecter la vie en disant que la vie est sacrée et que s'il y a des meurtriers, s'il y a des trafiquants de drogue, que ce soit en Chine ou en Iran, je suis navrée, c'est pas forcément parce qu'ils adorent faire du trafic de drogue, c'est qu'il y a des problèmes sociaux énormes, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc effectivement, c'est un problème d'ordre philosophique. Du moment que ça devient de la vengeance, on n'arrivera à rien. C'est comme la violence qui engendre la violence. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Mais évidemment que la peine, là aussi, dans des pays, que ça soit dans des pays démocratiques et d'autant plus dans des pays non démocratiques, il y a des discriminations à tous égards. C'est ce que je vous disais. En Iran, État, patriarcat théocratique, un père peut tuer son enfant et il n'encourt pas de peine. Une mère qui tue son enfant est condamnée à mort. Donc voilà. Deuxièmement, toutes les minorités en Iran, que ce soit des minorités religieuses ou ethniques, sont discriminées. En Iran, quand vous êtes riche, aucune femme, je peux vous garantir que dans les quartiers chics de Téhéran, ou au nord de Téhéran, ou ailleurs, dans des grandes villes, des adultères, il y en a à perdre la gogo. Hein, mais c'est pas elles qu'on emmènera, c'est pas elles qui seront des sakinés potentiels. Même quand vous êtes condamné, du moment que vous achetez le prix du sang, vous êtes... C'est aberrant, effectivement. Donc, si des lois humaines sont faites pour des humains, il faut que ce soit des lois humaines, justement. Là, on rentre dans le cas des théocraties.
Et dans le cas des pays non démocratiques qui, selon vous, sont athées, je connais assez bien la Chine, j'ai voyagé 5 fois en Chine. Je peux vous dire, comme dit Madame, c'est un pays qui bon, non démocratique, donc effectivement, je veux dire, quelque part, ça rejoint une théocratie parce que c'est pareil. Oui, Florence Bellivier. Je voudrais enchaîner sur ce que vous disiez, monsieur, parce que je trouvais que ce que vous disiez était intéressant, c'est-à-dire vous montriez qu'y compris en Chine, on essaye de grignoter le champ de la peine de mort. Bon, l'Iran exécute des mineurs, mais comme vous disiez, madame, on attend qu'ils soient majeurs. Donc, ce qui est intéressant, enfin, le moment qu'on est en train de vivre actuel et qui rend notre combat à la fois difficile et excitant, c'est d'un côté, bon, on a un noyau dur de pays très difficiles, maintenant, Iran, Irak, Chine, Arabie Saoudite, etc., pour des raisons diverses. Et d'un autre côté, les pays qui pratiquent la peine de mort sont exposés quand même au regard de la communauté internationale, qui n'est pas un regard moralisateur, qui est un regard de droit international des droits de l'homme. Sauf à imaginer que le droit international des droits de l'homme soit de la morale. Bon. Et à ce moment-là, en effet, parce qu'il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est le Japon. Vous parliez des femmes. Ouais. Une femme a été exécutée. Il y a le 27 septembre. Voilà, exactement. Bon. Une femme, ça faisait 15 ans qu'une femme n'avait plus été exécutée au Japon. On n'a pas parlé de l'Inde non plus. On a parlé de l'Inde, qui a encore la peine de mort dans son arsenal. Bon. Donc, ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à ce moment-là où, la semaine dernière, on a une cour à Lagos, au Nigeria, qui nous a dit non. Le fait qu'il y ait la peine de mort obligatoire pour tel crime, c'est un traitement inhumain et dégradant. C'est une cour africaine qui nous le dit, enfin une cour d'un pays africain. En Chine, on réduit quand même le nombre de crimes passibles de la peine de mort, etc., etc. Donc je crois que c'est là le combat, il est dans ce grignotage en fait. C'est aussi, quand on parle de la peine de mort, il ne faut pas mêler le système politique de la Chine. Moi je pense que, comme vous l'avez dit, pourquoi on ne parle pas de la peine de mort en Inde, au Japon, etc. Justement, moi je dis... On a parlé de la peine de mort aux États-Unis, en l'occurrence. C'est vrai qu'on aurait pu parler du Japon aussi, qui est une grande démocratie, en tout cas qui se veut une la Chine a encore la peine de mort. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec son système politique. La peine de mort est fondamentalement politique. Bon, alors, comment expliquez-vous que l'Inde aussi, un pays démocratique qui a la peine de mort, le Japon aussi? Moi, je pense qu'il y a des choses, il faut comprendre pourquoi je suis, par exemple, pour la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Parce que nous avons une histoire très lourde. La Chine commence son déclin à cause de la guerre de l'opium. Le moment où les Anglais vendent de l'opium aux Chinois, ils sont interdits en Angleterre. En Angleterre, l'opium est interdit, mais ils vendent aux Chinois. Ça, c'est aussi... Moi, tout à l'heure, j'ai dit, la peine de mort en Chine, on discute beaucoup. Est-ce qu'il faut abolir ou pas? Mais il ne faut pas imposer aux Chinois. De toute façon, personne ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque. Quand on critique un pays, il faut faire attention, c'est que le contexte historique n'est pas le même, la société n'est pas la même, la population non plus. Comme je vous ai cité tout à l'heure, la première phrase de la charte de l'UNESCO, c'est que la guerre est née dans l'esprit de l'homme. C'est la même chose. Si vous voulez abolir la peine de mort, il faut d'abord convaincre. Alors, convaincre, c'est pas condamner. Si vous condamnez en permanence, vous ne pouvez pas convaincre. C'est convaincre qui? Les opinions publiques? Bien sûr. Donc vous dites les opinions publiques. Florence Bellivier dit ce ne sont pas les opinions publiques. Il faut que ça passe par le sommet de l'État. On arrive bientôt au terme de ce débat. J'aurais qu'on fasse un tour de table. Tout d'abord, Florence Bellivier, j'aurais quand même qu'on dise un mot des pays qui ont fait leur révolution. Je pense notamment à la Tunisie, à la Libye et à l'Égypte, et qui travaillent en ce moment à la rédaction de leur constitution. Est-ce que ces pays-là doivent inscrire l'abolition de la peine de mort dans leur constitution? Vous pensez que ça ne sera jamais le cas, en tout cas pas pour le moment? Robert Badinter dit qu'il faudrait inscrire au moins un respect au droit à la vie. Oui, ce qui est le cas dans la nouvelle constitution marocaine. Par exemple. Oui, la réponse est oui, ils le doivent, mais bon, après, réalisme oblige, pour l'instant, ça n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Le pays qui en était le plus proche, c'était la Tunisie, l'année dernière, qui avait pris un engagement de signer le protocole
ce qu'on appelle le protocole facultatif, qui est le seul texte international, le protocole 2, qui abolisse la peine de mort. Donc on en est loin, bien que le président tunisien se déclare personnellement favorable à l'abolition. L'Égypte, on en est très loin, mais le président n'a quand même pas été condamné à mort. Et ça, je pense que c'est quelque chose de notable. L'ancien président, Moubarak, voilà, n'a pas été condamné à mort. Rolling Zeng, il faut convaincre les opinions publiques. Vous allez quand même avoir du changement à la tête du pays. Le 8 novembre, il y a le congrès du Parti communiste chinois qui s'ouvre. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de M. Ping peut changer quand même la donne, ou vous pensez que ça sera statu quo? Non, très rapidement. Tout évolue en Chine. Tout évolue rapidement en Chine. Je pense que la peine de mort est un sujet de débat très actif actuellement en Chine. Ça, je ne peux pas prédire ça va changer dans 5 ans ou dans 10 ans, mais il y a des évolutions, ça c'est son. Voilà, l'opinion publique, vous l'avez dit, 95% de Chinois étaient pour la peine capitale. Aujourd'hui, ils sont 75%. Je n'ose pas dire ils ne sont plus que 75%. Ils sont quand même encore 75% pour la peine de mort. Un mot, Fariba Ashtroudi. En Iran, l'abolition passera par un changement de régime? Je pense. Un changement de système, bien sûr. Sinon, un changement de régime, oui, un changement de système. J'explique. C'est-à-dire que si on passe d'une théocratie, sinon à une démocratie, mais à un État non théocratique, déjà on pourra revoir, c'est-à-dire que déjà on mettra la charia de côté. Nous, on a eu un code civil quand même et des lois, on reviendra à ça. Et surtout, comme je vous ai dit, l'opinion publique en Iran est prête. Et c'est ça, comme l'opinion publique est prête pour la laïcité, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays musulmans. Une démocratie des États-Unis qui est pour la peine de mort, ou une démocratie de Japon ou de l'Inde? La démocratie et la peine de mort, je ne crois pas que c'est lié étroitement. Sandrine Agence-Skinner, un dernier mot. Si votre mari est acquitté, j'imagine que le combat contre la peine de mort continuera évidemment pour vous? Bien sûr, il date de bien avant que je l'ai rencontré. Il va continuer. Je voudrais juste conclure, puisque nous travaillons à un congrès régional sur la peine de mort dans la région Moyen-Orient et Maghreb avec Ensemble contre la peine de mort. C'est un congrès qui va se tenir au Maroc la semaine prochaine, où il va y avoir des parlementaires, des représentants politiques, des avocats, des magistrats, des gens de la société civile et des ONG. Je voudrais saluer nos amis qui, au Maroc, à Rabat, d'ici un quart d'heure, vont manifester devant leur Parlement pour réclamer l'abolition de la peine de mort et le respect de l'article 20 de la nouvelle Constitution qui garantit le droit à la vie. C'est une partie difficile qui s'annonce sur les 50 pays restants parce qu'on attaque maintenant un noyau très dur. Il va falloir changer nos stratégies, être créatifs, mais je suis certaine que nous arriverons à un monde sans peine de mort. Merci Sandrine Agence-Skinner. Merci beaucoup à Fariba Ashtroudi d'être venue nous voir, à Florence Bellivier et à Rolling Zeng. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h. 19h, pour vous dire, c'est une interview exclusive, parce que c'est important, du chef de l'État français, François Hollande. Édition donc spéciale à partir de 19h heure de Paris. François Hollande qui sera interrogé par Roselyne Fèvre de France 24, Jean-Karim Fall de Radio France Internationale et David Delos de TV5. À ne pas manquer donc ce grand rendez-vous demain, 19h, heure de Paris.